Bonjour tout le monde dans la salle, bonjour tout le monde en ligne. Donc, je vais vous présenter Sandrine en quelques mots. Sandrine est chercheure en océanographie physique au laboratoire des sciences de la matière, de l'environnement et de l'énergie de l'université Félix Houphouët-Boigny, je l'ai bien dit. Houphouët-Boigny, je l'ai pas du tout bien dit, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, elle est spécialisée en dynamique océanique, système d'upwelling, changement climatique et écosystème marin. Elle va vous parler de tout ça en détail bien mieux que moi. Puis, Sandrine, elle a plein de casquettes, mais notamment une qui est d'être la directrice adjointe de l'économie bleue et de l'environnement côtier au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique en Côte d'Ivoire. Donc, elle a plein, comme je vous disais, de casquettes. Elle s'engage aussi beaucoup pour la promotion des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et puis, comment on se connaît avec Sandrine, c'est que on s'est rencontrés quand on a commencé à échanger à propos du réseau un peu informel de recherche en océanographie entre l'Afrique de l'Ouest et le Québec, qui est donc soutenu par la chaire UNESCO que je dirige. Et puis, on a commencé nos collaborations comme ça. Donc, on collabore plutôt sur un point de vue développement des capacités dans les régions respectives que sur l'aspect très scientifique qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Mais de par nos rôles aussi, on essaie de mettre en contact différents collègues pour avoir des échanges étudiants, aider à développer d'autres types de collaborations. Donc, je vous la laisse présenter aujourd'hui ses recherches. Merci Sandrine. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, mais je pense que j'ai entendu au midi. J'aurais appris un autre mot au Québec. Donc, merci à vous de nous recevoir dans cette salle, apparemment qui est nouvellement rénovée. Et merci à ceux également qui sont en ligne. Est-ce qu'on m'entend? Je vais essayer parce que j'ai pas la voix qui donne. Alors, comme Fanny l'a dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent, c'est le pays de la tchéké du poisson. Donc, on a la culture de la mer. Et pour ceux qui aiment le football, c'est le pays champion. Mais malheureusement, on n'est pas champion en économie bleue, en sciences océanographiques. Madagascar et les Seychelles nous ont donné le pion. C'est pourquoi, j'espère qu'on va devenir champion un jour, je vais vous parler d'économie bleue durable, de dynamique océanique, les enjeux, les défis et les perspectives de collaboration. Alors, je pense que Fanny m'a déjà présenté. Je suis chercheur donc à l'université Félix Houphouët-Boigny, et par contre, je suis également chercheur associé à la chaire en physique mathématique, qui est la chaire UNESCO qui porte le master en océanographie de la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, je suis issue de la deuxième promotion. Et ma thèse a porté sur l'analyse numérique de la circulation océanique dans le golfe de Guinée. J'ai principalement travaillé avec Armandé. J'ai travaillé avec IRT en collaboration avec l'Université de Cape Town, le département d'océanographie et les labos français, le LOPS et le Lagos. Et ensuite, j'ai fait un postdoc à l'Université fédérale de Pernambouc au Brésil. Je me suis plutôt intéressée aux interactions physiques biogéochimiques qui pourraient, des paramètres océaniques qui pourraient expliquer la prolifération des algues sargasses dans l'Atlantique. Ok, et excusez-moi, j'ai mis cette photo-là parce que c'était la semaine dernière à Gaspé. C'est un clin d'œil au Québec. Comme je l'ai dit, je suis plutôt, comme on dit, modélisatrice, voilà, mais je travaille également avec des observations réalisées. Ensuite, les processus qui vont m'intéresser, courant océanique de surface, le courant de Guinée, c'est le courant principal de Guinée, les upwellings côtiers. Cet upwelling-là, il est particulier parce que c'est pas un upwelling de type Ekman. Il ne s'établit pas selon le process de Ekman. Je vais en parler tout à l'heure. Les processus de mésoéchelle, le bilan de chaleur et de sel dans la couche de mélange, c'est un peu ce qu'on a fait avec Daniel au master. Ensuite, les vagues de chaleur marine, l'érosion, la vulnérabilité côtière, les interactions aussi atmosphériques. Voilà, donc je travaille également avec les atmosphériciens et je travaille
quelquefois avec les biogéochimistes, mais en fait, juste pour vous dire que je ne suis pas fermée. Je m'ouvre à tout ce qui est discipline en océanographie. Ok, donc je vais vous parler de la formation en hydro-océanographie. C'est un projet en cours, c'est un projet de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de l'Organisation hydrographique internationale, l'OHI, et des universités et centres de recherche de l'Afrique de l'Ouest, des ports et l'IRD, et on espère qu'on aura d'autres partenaires. Ça sera la première formation de type francophone parce que, en Afrique subsaharienne, parce que la première en Afrique se trouve au Maroc. Je pense que Fanny l'a déjà dit. Je suis également mentor d'un programme des jeunes filles sur les énergies renouvelables. Et moi, je m'occupe de la partie énergie renouvelable marine parce que j'ai encadré des masters sur l'énergie motrice et l'énergie thermique. Désolée, c'est un peu petit. Donc, ici, ce sont les projets et programmes auxquels j'ai participé. Là, j'étais étudiante, master. Les arbres ici. Et par contre, celui-là qui a été financé par l'Institut de recherche pour le développement, j'étais la coordinatrice. Et à ce niveau-là, je fais je sais pas, de l'université Félix Houphouët pour ce projet. Ensuite, le réservoir et le LLI est actuellement en cours. Et là, pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur le master d'océanographie, l'Afrique de l'Ouest, là, on a fait un papier tout dernièrement. Ensuite, comme Fanny l'a dit également, j'ai une autre casquette. Je suis directrice adjointe de l'économie bleue, donc c'est pour ça que je vais vous parler d'économie bleue et que j'ai aussi ma gourde là. Et auparavant, au même ministère de l'Environnement, j'étais directrice adjointe de la lutte contre le changement climatique. Je vais maintenant vous parler de dynamique océanique parce que, en gros, ma présentation sera subdivisée en 3 dynamiques océaniques, économie bleue, et ensuite je vais vous parler de perspectives de collaboration. Pourquoi c'est important d'étudier le golfe de Guinée, hormis le fait que c'est tout ce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, parce que déjà le golfe de Guinée se situe dans la partie est de l'Atlantique tropical, voilà, et c'est un carrefour, voilà, commerce mondial dans cette zone-là. Ensuite, on a une diversité exceptionnelle, on a plus de 1500 espèces marines, et comme je vous l'ai dit, notamment la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de thon, sardinelle également. Ensuite, réservoir énergétique, également notre zone est beaucoup étudiée parce que c'est la zone de l'Apolline du golfe de Guinée, comme je vous l'ai dit, mais également de la mousson africaine. Caractéristiques océanographiques, caractéristiques physiques. Donc, on a le courant de Guinée, comme je vous ai dit, qui est un courant de surface, qui est un courant d'est. En moyenne, il a une vitesse de 50 cm, mais en été boréal, il peut atteindre les 1 mètre par seconde. On a ce phénomène d'Apolline qui est saisonnier. On a 2 saisons. La première saison, c'est la petite saison en juin, juillet, mars. Et la grande saison où il y a vraiment ce boom-là de nutriments et de poissons, c'est la période août-septembre. Donc, généralement, quand on parle d'Apolline dans notre région, on fait référence à l'été boréal. On a une thermocline qui est très marquée. Voilà, et généralement, dans notre zone, on est de l'ordre de 20 à 60 mètres, en Côte d'Ivoire, même à peu près à 40 mètres. Et j'ai rajouté le régime pluviométrique parce que généralement, c'est un peu lié à l'Apolline, notamment au niveau de la cote de saison des pluies, influencée par ce qu'on appelle la ZCIT, la zone de convergence intertropicale. Ensuite, au niveau des écosystèmes, on a des récifs coralliens, des mangroves, même si je pense qu'on a perdu 90% de notre couvert. Et ensuite, les ressources halieutiques. Je vais maintenant vous présenter quelques études
d'interaction aussi atmosphère dynamique. Je vais commencer par celle-ci. Ce qu'on a fait ici, c'est un master de l'université d'Abomey Calavi, qui est en co-tutelle avec l'université Toulouse 3 de France. Donc, on s'est intéressé à la salinité de surface et à la prédiction des précipitations, notamment les précipitations extrêmes. Pardon. On sait déjà que la température, la SST, c'est un bon indicateur pour les pluies, mais les études aujourd'hui montrent que également la salinité de surface, même si c'est pas direct comme la SST. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'IA et l'apprentissage profond pour estimer les précipitations, notamment les précipitations annuelles et les extrêmes. Et ce qu'on a fait, on a testé plusieurs algorithmes, notamment le Random Forest, le XG Boost et le Perspectron multicouche. Et c'est celui-là qui a donné de meilleures performances. Et on a également testé plusieurs produits de précipitation. Et c'est le produit CHIRPS, dans notre zone qui donne vraiment de meilleures performances. Mais cette étude-là, on la continue actuellement. On s'intéresse également à tout ce qui est système de mésoéchelle dans l'atmosphère, les MCS, donc l'influence des MCS sur les précipitations extrêmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé Toucan, qui permet de faire un suivi lagrangien, qui permet de déterminer l'origine, la naissance, le parcours et la dissipation des MCS. Et ce qu'on a trouvé, c'est que en moyenne, les 2/3 de ces MCS-là qui vont affecter la région d'Abidjan proviennent majoritairement du continent et juste une petite partie nous vient de l'océan. Et également, on a regardé un peu tout ce qui est source de flux d'humidité, 3 zones, comme j'ai dit, la zone de convergence intertropicale et le golfe de Guinée avec Sutapoelinga et le continent. Ensuite, je vais vous parler de vagues de chaleur marine et Apolline côtier. Pourquoi? Parce que depuis les années 1998, on s'est aperçu qu'on avait des anomalies de température de surface de la mer sur plusieurs jours. Voilà. Et c'est à partir du critère d'Obdé, on s'est rendu compte que c'était des vagues de chaleur marine. Et ce qu'on a fait avec certains algorithmes, on a trouvé que les vagues de chaleur sont en train de s'intensifier dans l'Atlantique tropical et dans le golfe de Guinée. Non seulement elles s'intensifient, et elles sont beaucoup plus fréquentes. On a regardé l'influence, quelle est l'influence de ces vagues de chaleur sur l'Apolline côtier. Et ce qu'on a constaté, c'est que notamment, ici en fait c'est une carte de corrélation avec un lac zéro. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on a des épisodes de vagues de chaleur, la surface de l'Apolline et l'intensité de l'Apolline diminuent. Ensuite également, on s'intéresse comme j'ai dit, à l'Apolline. On va regarder l'influence du courant de Guinée, des tourbillons cycloniques sur cette Apolline. Et pour cela, on a utilisé un modèle FOCO, voilà, qui est une plateforme de modélisation océanique régionale, donc c'est du régional. Auparavant, on l'appelait ROMS. ROMS à griffe, c'est la version de l'IRD. Cette version-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une grille par an, tout l'Atlantique tropical, qui est au 1/5 de degré. Ensuite, on a la possibilité d'imbriquer plusieurs zooms, donc avec un coefficient de 3. Donc, sur le golfe de Guinée, on se retrouve au 1/15e, ce qui nous permet de résoudre les phénomènes de mésoéchelle. Donc, on a des tourbillons qui vont influencer l'Apolline, même qui ne sauront pas la cause de génération de cette Apolline. En ce qui concerne le courant de Guinée, ce qu'on a trouvé, c'est plutôt qu'on a fait un bilan. Voilà, et on a trouvé que les termes d'advection qui étaient dus justement
au courant de Guinée était le mécanisme principal qui expliquait ce tapoline côtier, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas de type Ekman parce que généralement, les vents vont souffler perpendiculairement à la tête. Ici, à ce niveau-là, on a une cellule d'Apoline. Une cellule d'Apoline au Cap Palmas. Celui-là, il est beaucoup plus expliqué par le courant de Guinée, son détachement, la direction, la topographie. Mais par contre, celui-là, on a quand même un peu de divergence, donc un Ekman qui explique en plus de. Ensuite, on a regardé également la variabilité interannuelle dans le golfe de Guinée, le rôle des ondes de Kelvin. On sait que, en fait, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que les ondes de Kelvin ont été, en fait, c'est l'une des causes qui a été proposée dans les années 1970 pour expliquer ce tapoline côtier qui est important pour nous. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces ondes-là ne vont pas générer, mais plutôt ces ondes-là vont influencer l'intensité de la pollution. Je vais passer là. Je vais parler maintenant, comme j'ai dit, nous avons encadré des masters sur l'énergie thermique des mers. Voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû déterminer les profondeurs idéales pour qu'on ait au moins 20 degrés de différence pour pouvoir exploiter l'énergie. Donc, on travaille de préférence en cycle fermé pour éviter la contamination avec l'écosystème. Et voilà ce qu'on trouve, les profondeurs idéales dans notre zone. Voilà, dans notre zone. Et de manière générale, l'énergie est substantielle, c'est-à-dire qu'on a toute l'année. Mais par contre, on a cette différence-là, on a cette chute pendant la grande période d'appoiement. Je vais maintenant parler d'économie bleue durable. Donc, je prends mon autre casquette. Voilà, donc, en ce qui nous concerne à la direction, on sait l'économie bleue durable, on va dire, c'est l'utilisation durable des ressources océaniques. Bien sûr, il faut appliquer les principes de développement durable, donc il faut trouver l'équilibre entre l'économie, la société et également l'environnement. Donc la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 550 km de littoral, donc il faut capitaliser cet atout-là. Les secteurs prioritaires sont les secteurs traditionnels, pêche, aquaculture, tourisme. On va maintenant vers le tourisme, l'écotourisme. On essaie de promouvoir l'écotourisme, notamment dans les AMP, les énergies renouvelables marines, parce que moi-même, je travaille dessus, et la biotechnologie bleue, mais par contre, on n'est pas encore... voilà. Et en ce qui concerne les défis, en Côte d'Ivoire, je pense que dans tout le golfe de Guinée, on assiste à la problématique de la pêche INN, voilà, illégale, non déclarée, la surpêche, la pollution marine, voilà, par le plastique et autres. Ensuite, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est de développer, on souhaiterait voilà, développer des approches qui sont fondées sur la science. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste-là, parce que je sais que je peux être utile là-bas, et aussi concevoir des solutions adaptées, des solutions fondées sur la nature. Les défis environnementaux, comme je l'ai dit, réchauffement climatique, je pense que c'est partout. Voilà, pollution marine, plastique, érosion côtière, on est de l'ordre de 1 à 2 mètres par an, mais on a des zones de hotspot où on peut atteindre les 15 mètres. Le déversement des pétroliers, comme je vous ai dit, la déforestation des mangroves. Là, c'est une image d'une ville d'Abidjan qui est très fortement touchée. Voilà, donc cette érosion-là, on a 5 hotspots, comme je vous ai dit, certaines villes, Grand Laou, Assini et San Pedro, c'est critique parce que ce sont nos zones balnéaires touristiques et avec un taux d'érosion qui peut atteindre 15 mètres par an. En ce qui concerne les causes, donc l'élévation du niveau de la mer, l'extraction de sable, l'urbanisation anarchique malheureusement, et la disparition des mangroves. Les conséquences, impact humain,
les menaces sur les infrastructures, parce que l'un des grands ports de la sous-région, même l'un des premiers, se trouve à Abidjan. On a pensé qu'on pourrait collaborer avec vous, voilà, parce que je sais que vous faites beaucoup de choses, notamment en termes d'hydrodynamique côtière, morphodynamique, de solutions fondées sur la nature, c'est ce que j'ai vu, mais également en termes d'énergie marine et d'économie bleue. Là, je pense que j'en ai déjà parlé. Comme j'ai dit, on a déjà évalué le potentiel en eau motrice et on travaille également sur des masters sur l'hydrogène vert. Ensuite, en ce qui concerne la gouvernance et le programme Côte d'Ivoire Bleu, qui est un gros programme dont une partie a été financée par les PNUD, et notamment la composante 1 sur la gouvernance des aires marines protégées, la conservation des écosystèmes est gérée par la direction. Et à ce niveau-là, on espère avoir d'autres partenaires, notamment pour faire de la dépollution de la lagune. Et ensuite, de l'écotourisme, du développement d'activités pour les communautés, pouvoir leur donner, les amener à avoir des activités génératrices de revenus. Donc, nos priorités sont la gestion intégrée des zones côtières, la restauration écologique, les mangroves, la biotransformation et les aires marines protégées, les forêts communautaires. En ce qui concerne les instruments financiers, la Côte d'Ivoire vient de se doter d'un marché carbone. Voilà, le carbone, notamment le carbone bleu sera exploité des partenariats publics-privés et aussi la taxe muraille. Comme je l'ai dit encore, on va encore parler de coopération parce que je pense qu'on peut travailler ensemble. Fanny, j'espère que je peux parler de la chaire en diplomatie, c'est ça? C'est très bien. J'espère qu'on pourra notamment collaborer pour tout ce qui est gouvernance, les pêcheries et autres. Voilà, donc toujours collaboration. Et ça, c'était la semaine dernière, toujours. Nous avons eu la chance de visiter. C'est important pour moi parce que le gros problème en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas de bateau pour faire nos campagnes. Voilà. Je pense que le seul pays, c'est le Nigeria, mais il va pas hors zone économique exclusive. Voilà. Et ce que nous, on a fait, par exemple, dans notre projet, c'est qu'on s'est attaché les services de la Marine nationale. C'est tout ce qu'on peut faire. On pourra faire au moins quelques radiales le long de notre côte. Je pense que j'ai pas envie de dire que le coriolis va nous intéresser, mais il va nous intéresser. Donc, en ce qui concerne les axes de collaboration, Université Félix Houphouët-Boigny, DEDEC, je vais aussi ajouter San Pedro parce que San Pedro, c'est la première université thématique dédiée aux sciences de la mer de la Côte d'Ivoire. Avant, tout ce qui était océanographie, surtout physique, se faisait à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Donc, je vais parler de Lucas, l'ISMER, des affiliations Québec-Océan. Voilà. Donc, on souhaiterait des propositions, formation, mobilité, co-encadrement. Voilà, mobilité également des chercheurs. Un exemple. Et des stages sur le terrain, pourquoi pas. Je ne sais pas si certains font de la modélisation, que ce soit forcé ou couplé. Ce serait bien. Également, la biochimie, comme je vous ai dit, on n'est pas fermé, on fait de tout. Là, je fais tout. Et également, travailler sur la vulnérabilité et les risques. Ensuite, l'innovation, comme on a dit, tout ce qui est gouvernance, appui technique, transfert de technologie. On propose aussi la création d'un pôle de coopération scientifique, voilà, à travers le POAC. J'ai demandé à Fanny s'il existait des LMI, elle m'a plutôt parlé d'unités. Ça, exactement. C'est en fait, c'est ce que nous on connaît les LMI, donc je vais supposer que c'est pareil. Et
On pourrait, dans ce cadre-là, avoir une plateforme de commune de données ou partager, voilà, et valoriser les écosystèmes quotidiens. Voilà, je vous remercie. Je tenais à dire que c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Et je remercie particulièrement Fanny, ma chère. Il n'est pas là, je ne sais pas s'il est en ligne ou ils sont en ligne, Michel et Simon. Je pense que sans qui Roi n'aurait pas été possible. Voilà, c'est le ou c'est la cégep? Je ne me suis pas trompée. Le cégep de la Gaspésie, Daniel Topé et tout le monde ici présent. Donc, je vous remercie. Vos contributions et questions sont bienvenues. Voilà. J'ai une question. Ça fonctionne comment l'énergie thermique océanique pour produire de l'électricité? En fait, j'ai compris que c'était pour produire de l'électricité. Je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. J'aurais dû te montrer cette figure, mais je pourrais le faire plus tard au schéma. En gros, en cycle fermé, on va faire entrer de l'eau, voilà, dans une paroi, voilà, généralement 25-20 degrés, et ensuite cette eau-là sera évaporée. On va faire chauffer le fluide en cycle fermé, généralement c'est l'ammoniac. Ça va faire chauffer le fluide qui va s'évaporer, qui va ensuite faire tourner turbine qui va se transformer en énergie mécanique et après en énergie électrique. Et ensuite, le cycle va se fermer avec l'eau froide sera pompée et c'est ce qui va permettre de refroidir le fluide et ensuite le cycle va. Ça, c'est le cycle fermé. Pour faire chauffer l'eau, c'est l'eau qui est déjà chaude. C'est de l'eau qui est déjà chaude. En fait, ça va plutôt chauffer le fluide. Ok, ouais. L'ammoniac. Et lui, il s'évapore à une température plus froide que l'eau. Bon, je pourrais te montrer des schémas après, mais c'est à peu près ce que c'est. Mais attends, moi, j'ai pas compris. Donc, ça pompe de l'eau en surface, ça passe dans Dans une paroi, là. une paroi qui est à terre. Non. C'est dans l'eau directement, oui, tout dans ça? l'eau, oui. Ok, c'est des trucs qui flottent? Qui flottent, en tout cas, on peut, les usines, là, flottent et ensuite, on fait descendre des tubes dans l'eau et la paroi, là, va prendre de l'eau à une certaine profondeur. La profondeur, je vous ai parlé des couches qui nous intéressaient. Elle va prendre là, l'eau chaude là pour faire évaporer le fluide, l'ammoniac. Tu peux même avoir un système qui est complètement étanche, qui fait qu'en cas de tempête, tu peux l'immerger à 30 mètres de profondeur pour que ça continue de fonctionner et tu le remets en surface. Ah, donc il y a un spécialiste dans la En fait, alors, c'est rigolo parce que tout ce que vous avez soulevé comme problème, sargasse, érosion et tout, moi je travaille beaucoup sur la Caraïbe. Sargasse, on est en plein dedans. Érosion, 1 à 2 mètres par an. La photo de maison, ça aurait pu être en Martinique, on a les mêmes problèmes. Et il se trouve qu'il y a 10 ans, j'avais participé à l'étude environnementale pour justement un projet d'énergie thermique des mers qui finalement a pas été mis en place pour cause de financement, mais du coup j'avais les plans et toute la problématique environnementale liée à l'explosion de l'ammoniac dans l'environnement. Ma spécialité elle s'arrête là. Je vais me rapprocher de vous et pour compléter, je sais pas si vous, je pense qu'il y a de cela quelques années, il y avait l'ANR en France qui avait lancé un gros projet sur les Caraïbes, les sargasses et autres. Oui. Je sais pas, Julien Joanneau, je sais pas si vous connaissez. J'ai pas mal bossé avec le MIO. En fait, c'était toute l'équipe et je faisais également partie de l'équipe. J'avais embarqué sur l'IRSIN en fait, notamment pour une mission. J'étais à l'arrivée du IRSIN. Moi, comme je m'intéressais plus à la partie physique, interaction, et puis également, on a utilisé des Lagrangiens, suivi Lagrangien pour essayer de voir, faire du backward. J'ai une question sur l'upwelling côtier. Tu nous disais que c'était principalement dû au courant de Guinée. C'est quoi exactement, comment le courant il génère l'upwelling? Le phénomène d'advection. On a fait un bilan de vorticité
Donc, avec plusieurs thèmes, on a isolé les termes qui étaient dus à Ekman. On a isolé également les termes qui étaient dus à l'advection. En faisant le bilan, on s'était rendu compte que c'est l'advection qui créait en fait du pompage pour pouvoir expliquer cet apolline. Et surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est que on a fait un test où on a déséquilibré le courant guinéen. On a enlevé les termes linéaires, notamment dans l'advection, qui explique ce courant, parce que ce courant, sa dynamique, elle est complètement non linéaire. Et quand on enlève ces termes d'advection, le courant là, il reste accolé à la côte, alors que les autres courants restent à leur état équilibré. Et quand on compare, donc, sans les termes linéaires là, il n'y a plus d'apolline. On va aller plus loin en faisant le bilan. Donc c'est quand le courant s'éloigne de la côte Exactement. et emmène les eaux côtières avec lui, puis ça génère un truc. C'est plutôt ça. Et puis la partie, comme j'ai dit, ça c'est la partie Côte d'Ivoire. Et l'autre cellule qui se trouve au Ghana, là on a vraiment une part explicative de la dynamique d'Ekman, parce que les courants sont beaucoup, pas les courants, les vents sont plutôt parallèles à la côte. Mais ça n'explique pas totalement. C'est vraiment la grande part vient de ce courant de Guinée. Oui. Bonjour, docteur Sandrine. Bonjour, Fanny. D'abord, je tiens à remercier docteur Sandrine pour sa belle présentation. Moi, c'est Olivier Tokpanou. Je suis doctorant en océanographie à l'Université Laval et je travaille sur la co-construction des modèles de réseaux trophiques avec les peuples autochtones de Nunavik. Et aussi, j'ai mené mon master sur le golfe de Guinée à Cotonou et sur la gestion de l'ichtyofaune. Alors, ma question est la suivante. Et j'aimerais demander s'il existe en Côte d'Ivoire une collaboration entre chercheurs scientifiques et les peuples autochtones côtiers dans la gestion durable de ces ressources vitales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu as fait Cotonou, l'UAC, c'est ça? Bien sûr. L'université d'Abomey-Calavi. J'ai fait le master en hydrobiologie appliquée avec le professeur Sou Zakari. Et j'ai aussi travaillé en tant qu'assistant de recherche à l'Institut de recherche océanologie du Bénin. D'accord, ok. Donc, on est partenaires parce que je travaille avec Zakari. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, de manière formelle, il n'existe pas de, je sais pas si je vais dire de convention, de manière formelle, bien sûr, entre les chercheurs et les peuples autochtones. Mais par contre, justement, avec la création de cette direction, c'est ça qu'on essaye de faire, pour formaliser, pour travailler avec eux, pour co-construire. Parce qu'on le sait, notamment pour les peuples côtiers, ça ne sert à rien de venir avec la science, ça ne sert à rien de venir avec l'argent. Donc, on n'implique pas ces personnes-là qui sont concernées pour que ce projet-là puisse réussir. Donc, j'ai envie de dire que ça s'en vient. C'est ça, hein? Merci beaucoup. Je suis ouvert à collaborer avec vous. Et aussi, j'ai eu la chance de participer à l'école d'été sur l'émergence de l'économie bleue en Attique. Et un nouveau concept vient d'être créé, c'est-à-dire la prise en compte des peuples autochtones côtiers dans le concept de l'économie bleue. Et je pense que je suis apte et ouvert à collaborer avec vous dans ce sens dans le golfe de Guinée. Merci. Merci beaucoup. Quelle raison vous avez perdu 90% de vos mangroves? Quelle raison on a perdu? Déjà, comme j'ai dit, l'urbanisation. Voilà, c'est presque, on va dire, plus de 3/4, non, on va dire, la population se trouve sur la côte, donc il y a la construction des côtes. Mais je pense que une autre des causes, c'est que, et ça, c'est pour ça que justement on veut travailler avec les communautés locales, c'est que généralement, nos mamans là, pour elles, le bois de mangrove là, il est meilleur pour fumer le poisson. Donc voilà, elles vont détériorer ces mangroves là parce que c'est ce qu'il faut pour le poisson. Donc il y a également cette raison. Enfin,
on est mal informé. Voilà, la population qui vit dans ces écosystèmes-là, ils ne sont pas informés de l'importance des mangroves. Quels sont les services écosystémiques liés aux mangroves et autres. Donc, on essaye de faire justement du renforcement de capacité dans nos projets à la direction des eaux. Merci. Question, quel est le régime de vagues dans le golfe de Guinée? Parce que tu mentionnais éventuellement pouvoir utiliser le Coriolis. Le Coriolis, il bouge beaucoup dès qu'il y a un petit peu de vagues en haute mer, là, donc pour voir si ce serait envisageable ou pas. Tu participes? Mais pas vraiment, c'est pas comme chez vous là. C'est vraiment plutôt calme. Et puis notre houle, elle vient vraiment de la zone sud-ouest. Voilà, on n'a pas vraiment de grandes vagues. Juste une petite houle, tu sais. Ben, j'ai vu que vous avez utilisé en termes de prédiction de précipitation, si je ne dis pas une bêtise, des modèles de machine learning. Et puis, j'aimerais savoir, genre, en termes de performance, vous êtes basé sur quelle métrique et comparé entre En termes de performance, quand tu parles de performance, est-ce que tu peux... genre le modèle qui opère le mieux, qui donne des prédictions le mieux que Voilà, ok. En gros, si tu veux, comme je t'ai dit, plusieurs algorithmes, et ce qu'on a fait, c'est d'essayer de déterminer les zones où on avait des corrélations avec, entre notamment certains paramètres, les anomalies de SST, et on a également vu des indices comme la 3.4, la NAO, et à partir, si tu veux, on fait des tests et on fait des comparaisons pour voir celui qui est meilleur, qui va se rapprocher de ce qui existe. C'est-à-dire qu'on va valider avec des observations après. Ce sont des tests de comparaison. c'est comme s'il y a des modèles qui vont, comme les modèles du est-ce que ce sont des modèles qui font des prédictions? Chip, c'est plutôt de la donnée, de précipitation. On a utilisé plusieurs données de précipitation, dont CHIPS, on a utilisé GPCP, GPM. Là, c'est pas au niveau des algorithmes. Les algorithmes qu'on a utilisés, c'est ce que j'ai dit, le Random Forest, le CGBoost, le Perspectron Multilayer, c'est plutôt ça qu'on a utilisé. C'était un peu, en fait, ma question, c'était sur le même projet. C'est les produits de salinité de surface, c'était-tu de la télédétection utilisée? On utilise un peu de tout et même des données d'observation issues des réseaux de... En fait, on a des capteurs qui sont embarqués sur les fils. Là. On les utilise également on complète également aussi avec une sortie de modèles, principalement Nemo. Quand c'est pour la salinité, plutôt avec... On a un expert Nemo aussi. Ah, il y a un expert en Nemo? Oui. Oui. Je vais donner le contact aussi. D'accord, donc je prends le contact. Merci pour la présentation. Merci beaucoup, Sandrine, très intéressant. Une dernière main d'applaudissement, merci.